C'est une chaude soirée de juin 2023, et une tension étrange s'empare des rues de Rostov-sur-le-Don. Habituellement remplies de l'agitation d'une ville russe, ce soir ces rues grondent sous le poids des chenilles de tanks et des camions militaires. Des colonnes d'hommes lourdement armés en treillis arrivent, mais ils ne sont ni un envahisseur étranger, ni l'armée russe régulière. Ils sont le groupe Wagner, une armée privée notoire autrefois loyale au Kremlin, et ils viennent de se retourner contre les dirigeants militaires russes. Les habitants regardent avec stupéfaction alors que les mercenaires de Wagner s'emparent du quartier général du district militaire sud de la Russie, prenant le contrôle d'une ville de plus d'1 million d'habitants sans tirer un seul coup de feu. Les nouvelles de cette mutinerie se répandent comme une traînée de poudre. À minuit, le monde entier regarde des flux en direct depuis les rues de Rostov. Sur leurs écrans, ils voient des hommes armés installer des points de contrôle, et même confronter des officiers russes déconcertés dans leur propre centre de commandement. C'est une scène tout droit sortie d'un film d'espionnage. Les forces d'un chef de guerre rebelle contrôlent une grande ville russe et défient ouvertement l'autorité de Moscou. Pourtant, ce n'est que le début. Bientôt, le chef de Wagner, Yevgeny Prigojine, ordonne à ses hommes d'aller plus loin. Les moteurs rugissent et un convoi de véhicules blindés avance vers le nord. Leur destination ? Moscou. Pour la première fois depuis des décennies, une insurrection armée marche sur la capitale russe. Alors que la nuit se transforme en aube, le 24 juin, la colonne Wagner file sur l'autoroute. Ils parcourent des centaines de kilomètres en détruisant tout obstacle sur leur chemin. Les hélicoptères d'attaque russes interviennent, mais les troupes de Wagner sont prêtes. Ils abattent plusieurs avions avec des missiles anti-aériens, tuant apparemment des aviateurs russes qui ont essayé de les arrêter. Rien, semble-t-il, ne peut arrêter leur avance. À présent, ils sont à environ 200 km de Moscou. L'impensable se produit. Une armée privée est sur le point de prendre d'assaut Moscou et les forces de l'État russe semblent paralysées. Dans la capitale, des points de contrôle sont érigés et la place rouge est bouclée. Les soldats russes s'installent à la périphérie de Moscou, se préparant à une confrontation. Les moscovites ordinaires se réveillent avec des alertes d'urgence sur leur téléphone, leur demandant de rester à l'intérieur. Moscou se prépare à la bataille et, au Kremlin, le président Vladimir Poutine fait face au défi le plus dangereux à son pouvoir jusqu'à présent. Comment cela s'est-il produit ? Pour comprendre pourquoi la Russie a été plongée dans le chaos ce jour de juin, nous devons examiner l'homme orchestrant cette mutinerie et ce qui l'a poussé à de tels extrêmes. Mais d'abord, alors que les forces de Wagner se dirigent vers Moscou, Poutine prend une décision qui définira le cours de cette rébellion. Aux premières heures du 24 juin, avec son pays au bord de la guerre civile, Vladimir Poutine s'adresse à la nation dans une diffusion télévisée d'urgence. Regardant fixement la caméra, il a l'air plus en colère que jamais. Il condamne les actions du groupe Wagner comme une trahison, un coup de poignard dans le dos de la nation. Sans mentionner Prigojine par son nom, Poutine critique les ambitions démesurées et les intérêts personnels qui ont conduit à une mutinerie armée. Sa voix frémit de colère alors qu'il promet de punir ceux qui ont pris les armes contre la Russie. Ce n'est pas seulement un discours de gestion de crise, c'est un avertissement direct d'un leader qui a bâti son pouvoir sur la loyauté absolue. Poutine compare même la crise aux troubles révolutionnaires de 1917, quand la guerre et la mutinerie ont renversé l'Empire russe. Le message est clair. Si cette rébellion n'est pas arrêtée, elle pourrait déchirer le pays. En plus de 20 ans de règne, Poutine n'a toléré aucun défi aussi audacieux. Maintenant, en direct à la télévision, il marque effectivement Prigojine et ses combattants comme des traîtres à la mère Russie, un crime qui a historiquement été sanctionné par les punitions les plus sévères. Dans le gouvernement russe, les responsables s'empressent de montrer leur allégeance. Les généraux et les gouverneurs font écho à l'appel de Poutine pour l'unité et exhortent les combattants de Wagner à se rendre. La télévision d'État dénonce constamment les traîtres et des avions de chasse survolent Moscou pour montrer leur force. Pourtant, même si Poutine tonne sur la trahison, la colonne blindée de Wagner continue de rouler vers le nord, apparemment sans être découragée. Le monde entier retient son souffle. Poutine ordonnera-t-il à l'armée russe d'ouvrir le feu sur les forces de Wagner, risquant ainsi un conflit civil sanglant ? Est-ce que les combattants de Wagner vont s'affronter avec les unités loyalistes aux abords de Moscou ? Alors que la Russie se dirige vers une confrontation potentielle, tout le monde se demande qui est Yevgeny Prigojine et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça ? Pour comprendre la rébellion de Wagner, nous devons revenir en arrière et explorer les rancunes et l'ambition qui en sont à l'origine. Yevgeny Prigojine n'est pas un général ou un politicien typique. C'est une figure avec un parcours inhabituel vers le pouvoir. Il est passé de détenu condamné à magnat de la Restauration, gagnant le surnom de chef de Poutine, à fondateur d'une armée privée notoire. Cette armée est le groupe Wagner, une force de mercenaires qui est devenue l'outil secret de Poutine pour les conflits étrangers.
Les combattants de Wagner apparaissaient partout où le Kremlin avait besoin de forces discrètes, mais c'est en Ukraine, lors de l'invasion de 2022, que Wagner est devenu vraiment indispensable pour l'effort de guerre de Moscou. En Ukraine, Wagner a joué un rôle crucial, surtout dans la bataille acharnée de Bakhmout, l'un des combats les plus sanglants de la guerre. Les hommes de Prigojine ont finalement pris Bakhmout après des mois de combats brutaux et de pertes énormes. Mais la victoire a eu un coût, et Prigojine était furieux contre les dirigeants militaires russes pour ce qu'il considérait comme un manque de soutien. Il s'est exprimé en public lançant des insultes au ministre de la Défense Sergueï Shoïgu et au général Valery Gerasimov. Pendant des mois, Prigojine a accusé les hauts responsables russes d'incompétence et même de trahison, affirmant qu'ils avaient privé Wagner de munitions et laissé ses hommes mourir inutilement. Ces éclats étaient sans précédent dans la Russie de Poutine, un chef de guerre se moquant ouvertement des plus hauts généraux du pays sur les réseaux sociaux. En juin 2023, le conflit était à son paroxysme. Le ministère de la Défense a décidé de contrôler Wagner en ordonnant à tous les combattants de Wagner de signer des contrats avec le ministère de la Défense d'ici le 1er juillet. Prigojine a catégoriquement refusé, y voyant une tentative de lui retirer son pouvoir. À peu près à la même époque, il a publié une vidéo dénonçant toute la guerre en Ukraine comme étant fondée sur des mensonges, contredisant directement la justification de Poutine pour l'invasion. C'était une ligne qu'aucun initié du Kremlin n'avait jamais franchie auparavant. L'étincelle finale est venue le 23 juin, 23. Ce jour-là, Prigojine a affirmé avec colère que l'armée russe avait attaqué un camp Wagner avec des missiles, tuant beaucoup de ses hommes, une accusation que le ministère de la Défense a niée. Furieux et convaincu que les généraux avaient infranchi une ligne, Prigojine a décidé d'agir. Il a appelé cela une marche de la justice visant à éliminer la direction corrompue et incompétente de l'armée. Bien sûr, marcher sur Moscou avec une force armée était essentiellement une tentative de coup d'État, qu'il l'admette ou non. Prigojine savait probablement que c'était un pari risqué à faire ou à mourir. S'il restait sur place, Wagner pourrait être démantelé et il pourrait être arrêté ou pire. Alors il a tout misé et a envoyé ses hommes courir vers Moscou. Notamment, Prigojine a dirigé sa colère vers Shoïgu et Gerasimov, mais pas vers Poutine lui-même. Il faisait attention à ne pas critiquer Poutine, espérant peut-être que le président accepte de limoger les généraux. Mais en s'emparant de Rostov et en marchant avec une armée vers la capitale, Prigojine a franchi une ligne rouge que Poutine ne pouvait pas ignorer. C'était la première fois en 23 ans de règne de Poutine qu'une insurrection armée de l'intérieur menaçait son emprise sur le pouvoir. Le coup audacieux de Prigojine a été alimenté par une vendetta personnelle, une ambition et une frustration face à l'effort de guerre de la Russie. Ce mélange explosif a déclenché la mutinerie de Wagner. Alors que les troupes de Wagner se rapprochaient à quelques heures de route de Moscou, la scène semblait prête pour un affrontement sanglant. Mais dans un retournement de situation que presque personne n'avait prévu, la crise s'est brusquement arrêtée. Dans l'après-midi du 24 juin, Prigojine a soudainement annoncé que ses colonnes arrêteraient leur avancée. Dans un message audio, il a dit que ses combattants faisaient demi-tour pour éviter de verser le sang russe. Et tout d'un coup, la rébellion immédiate était terminée. Un instant, la Russie était au bord de la guerre civile, le suivant, la mutinerie s'est simplement évaporée. Que s'est-il passé ? La réponse ? Un accord négocié au plus haut niveau avec un médiateur improbable. Alexander Loukachenko, le président de la Biélorussie et un proche allié de Poutine, est intervenu pour négocier. Après une série d'appels téléphoniques, Loukachenko est apparu comme le médiateur d'un accord entre le Kremlin et Prigojine. Comment exactement il a convaincu le fougueux chef de Wagner de se calmer reste flou. Il y a probablement eu des promesses et peut-être des menaces, mais les grandes lignes étaient claires. Prigojine arrêterait la rébellion et s'exilerait en Biélorussie et en retour, le gouvernement de Poutine garantirait la sécurité de Prigojine et épargnerait Wagner de toute punition. Le soir même, les termes étaient exécutés. Les combattants de Wagner se sont retirés de Rostov-sur-le-Don, mettant fin à leur brève occupation du quartier général militaire. Des vidéos ont montré des troupes de Wagner quittant la ville, même des chars étant chargés sur des camions à plateau, alors que les spectateurs regardaient avec prudence. En même temps, les convois de Wagner sur l'autoroute ont fait demi-tour et sont retournés dans leur camp. La marche sur Moscou avait été arrêtée juste à temps. Aucune bataille rangée n'a été menée. L'accord lui-même était étonnamment clément compte tenu des circonstances. Le Kremlin a annoncé que Prigojine ne ferait pas face à des accusations pour la mutinerie. L'affaire de trahison contre lui serait abandonnée. Les combattants de Wagner qui ont rejoint la révolte échapperaient également aux poursuites. En fait, ceux qui n'étaient pas impliqués dans des crimes graves ont eu la possibilité de signer des contrats avec l'armée russe. Essentiellement,
les mutins ont été graciés en échange de leur reddition. C'était bien loin de la vengeance sévère que beaucoup s'attendaient à ce que Poutine inflige aux traîtres. En Russie, il y a eu un énorme soulagement que le bain de sang ait été évité, mais aussi une grande perplexité. Les Russes se demandaient comment Prigojine a-t-il pu mener une rébellion armée et ensuite partir librement. Pourquoi Poutine, après avoir dénoncé Wagner comme des traîtres, permettrait-il simplement à leur leader d'aller en Biélorussie ? Certains ont spéculé que Poutine voulait éviter un massacre à tout prix. La rapidité et l'ampleur de la mutinerie l'ont forcé à un compromis rapide. D'autres pensaient que Prigojine avait peut-être des leviers ou des partisans à l'intérieur du système qui l'ont sauvé d'une destruction immédiate. Quoi qu'il en soit, la Russie est passée du bord du coup d'État à un retour à une normalité précaire en l'espace de 24 heures. C'était presque comme si toute l'affaire n'avait été qu'un cauchemar étrange et éphémère, mais c'était bien réel et l'histoire n'était pas terminée. Le monde n'a pas eu à attendre longtemps pour découvrir le sort réservé à Prigojine après son pari audacieux. 2 mois plus tard, Yevgeny Prigojine a connu une fin soudaine et mystérieuse. Le 23 août 2023, un jet privé transportant Prigojine et plusieurs de ses principaux lieutenants Wagner a décollé de Moscou en direction de Saint-Pétersbourg. À mi-chemin du vol, l'avion a inexplicablement plongé du ciel dans la région de Tver en Russie. Des témoins oculaires ont rapporté une explosion soudaine en plein air et l'appareil s'est disloqué avant de s'écraser au sol. Il n'y a eu aucun survivant. Prigojine, le chef de guerre qui avait osé marcher sur Moscou, était mort. Ses restes ont été retrouvés parmi les débris calcinés. La nouvelle de la mort de Prigojine a créé une onde de choc à travers la Russie, mais cela n'a pas été une surprise totale. En fait, beaucoup ont observé avec un humour noir que cette issue était inévitable dès le moment où il a stoppé sa rébellion. Les mots précédents de Poutine sur la trahison résonnaient encore, et peu de gens croyaient que la mort de Prigojine était un accident. Presque immédiatement, des spéculations ont circulé selon lesquelles il s'agissait d'un assassinat, une vengeance pour la mutinerie. Les sources de renseignement occidentales ont indiqué qu'une explosion à bord a probablement fait tomber l'avion, et presque personne ne croyait qu'une défaillance mécanique était à blâmer. Était-ce une bombe cachée dans le jet, sabotée par des initiés ? La raison exacte reste officiellement non confirmée, mais le message que la plupart des gens ont retenu était clair. Défier Poutine peut être mortel. Le Kremlin a bien sûr nié toute implication dans l'accident. Vladimir Poutine a brièvement exprimé ses condoléances lors d'une réunion télévisée, qualifiant Prigojine d'homme d'affaires talentueux qui avait fait de graves erreurs dans sa vie. Pour beaucoup, cet éloge funèbre, peu enthousiaste, ressemblait à un verdict final à peine voilé sur la trahison de Prigojine. Dans quelques villes, des mémoriaux temporaires sont apparus où les partisans de Wagner ont laissé des fleurs pour leur commandant disparu. Mais il n'y a pas eu de manifestations massives ni d'accusations dramatiques. En Russie, personne n'accuse ouvertement le Kremlin dans ces affaires. La fin abrupte et flamboyante de Prigojine était un épilogue sombre à la mutinerie. L'homme qui a défié le dirigeant de la Russie a payé le prix ultime. La mutinerie de Wagner n'a pas seulement été un choc pour la Russie, elle est devenue un spectacle mondial. Pendant 24 heures, le monde a été captivé par ce qui semblait être un véritable Game of Thrones se déroulant à l'ombre de Moscou. Un chef de guerre ambitieux s'était révolté contre son maître et la stabilité d'une nation dotée de l'arme nucléaire était en jeu. Cette histoire avait tous les ingrédients d'un drame épique, action militaire, intrigue politique et personnages plus grands que nature. Et cela se déroulait en temps réel. Considérez les personnages, Prigojine, le chef mercenaire au discours direct avec une rancune personnelle, a essentiellement tourné ses armes contre son propre camp et a marché vers Moscou, comme un général renégat tentant de s'emparer du trône. Opposant à lui était Poutine, le dirigeant autoritaire de longue date, faisant soudain face à un ennemi de ses propres rangs. Les images de ce jour-là étaient stupéfiantes. Des véhicules blindés Wagner occupaient une ville russe tandis que des citoyens filmaient avec stupéfaction. Un convoi de véhicules rebelles, long de plusieurs kilomètres, se précipitait vers la capitale. Poutine à la télévision nationale jurait d'écraser les traîtres. C'était le genre de drame qu'on attendrait d'un film, sauf que c'était douloureusement réel. Partout dans le monde, les gens se sont collés au fil d'actualité et aux réseaux sociaux, essayant de comprendre les mises à jour incroyables. Beaucoup ont fait des références ironiques, l'appelant le moment Game of Thrones de la Russie ou plaisantant qu'un épisode de thriller politique se déroulait en direct. Mais il y avait une véritable peur mélangée au même. Cela se passait dans un pays avec le plus grand arsenal nucléaire du monde,
et le mot coup d'État était sur toutes les lèvres. Les commentateurs se sont émerveillés de la façon dont cela a mis en lumière les failles du régime de Poutine. Après tout, si une armée privée pouvait marcher vers Moscou sans opposition, qu'est-ce que cela disait de la solidité du contrôle de Poutine ? En fin de compte, le défi ouvert à l'autorité de Poutine est ce qui a rendu cette saga si captivante. Depuis plus de 20 ans, Poutine a cultivé une aura d'invincibilité écrasant toute insubordination. Soudainement, cette aura a été percée par quelqu'un de son propre cercle intérieur. Cela a été une humiliation publique pour le Kremlin, même si cela n'a duré que brièvement. Les gens du monde entier se demandaient « Cela pourrait-il être le début de la chute de Poutine ? La Russie était-elle sur le point de sombrer dans le chaos ?» Finalement, la mutinerie s'est éteinte et Prigojine a été neutralisé, mais l'audace pure de l'affaire a assuré qu'elle devienne légendaire. C'est une histoire dont nous parlerons pendant des années, preuve que la réalité peut être plus étrange et plus dramatique que la fiction. La révolte de courte durée du groupe Wagner en juin 2023 sera rappelée comme l'un des épisodes les plus étranges et dramatiques de l'ère Poutine. En à peine 24 heures, elle a révélé des failles dans ce qui semblait être un régime inébranlable. Pendant un moment tendu, les mutins ont fait se demander au monde si le règne de Vladimir Poutine était sur le point de s'effondrer. Ce ne fut pas le cas. Cela ne s'est pas produit, du moins pas ce jour-là. Mais le simple fait que cela ait presque eu lieu a envoyé un frisson à travers le Kremlin et un message dans le monde entier. Après coup, Poutine est resté aux commandes et Wagner a été effectivement démantelé ou absorbé. Mais l'aura de contrôle absolu a été ébranlée. Les Russes avaient vu un chef de guerre défier Moscou et vivre pour raconter l'histoire, même si ce n'était que pour quelques mois. C'était quelque chose de vraiment inimaginable avant. La confiance dans le système de Poutine a probablement été ébranlée, et tout potentiel challenger a appris une leçon glaçante du sort de Prigojine. La saga s'est terminée par la mort dramatique de Prigojine, un point final qui souligne les coups de la trahison. La mutinerie elle-même n'a pas réussi à évincer des dirigeants ou à changer le cours de la guerre en Ukraine. Toutefois, elle a révélé de profondes tensions au sein de la structure du pouvoir en Russie et a donné au monde un aperçu sans précédent des rivalités et frustrations qui couvrent sous la direction de Poutine. C'était une histoire d'ambition démesurée et de hubris, de loyauté et de trahison, un thriller tiré de la vie réelle qui a tenu tout le monde en haleine jusqu'à la dernière scène. Alors que la poussière retombait, une chose est devenue claire. Même dans un système autoritaire strictement contrôlé, une rébellion audacieuse peut ébranler les fondations, ne serait-ce que brièvement. La rébellion militaire russe la plus folle a été de courte durée, mais elle a déjà pris sa place comme une leçon de prudence dans l'histoire russe, un rappel dramatique que le pouvoir, peu importe combien il semble absolu, ne peut jamais être tenu pour acquis.